mais monstre sacré. Le président des États-Unis retira son casque d'astronaute, puis sa combinaison, et habillé en golfeur, tenue smart et sport, il suivit le général à l'intérieur de sa demeure. Les deux hommes s'assirent dans un magnifique salon en bois, verni de couleurs claires, et ils n'eurent que le temps de comprendre qu'une armée, blindée hélicoptères, prenait d'assaut leur villa. Une centaine d'hélicoptères en vol stationnaire s'élevaient au-dessus de la villa d'Abbott. « Mais ce sont des blindés qui manœuvrent, général, lança le président, l'air surpris. Une voix s'éleva dans le bruit des cliquetis de chars en mouvement et de moteurs. « Général Niels, nous avons appris que vous déteniez un espion chez vous. Rendez-vous, vous êtes cerné. » Les mains en l'air, fit une voix dans un haut-parleur. Le président fit un cocktail à la hâte. Il bougea violemment les contenus de plusieurs liqueurs et apéritifs dans un grand shaker. Puis, il avala le cocktail en un bruit de satisfaction et se présenta devant les blindés. « Que signifie tout ce vacarme, colonel ?» À la hâte, il bougea violemment les contenus de plusieurs liqueurs et apéritifs dans un grand shaker. « Que signifie tout ce vacarme, colonel » cria-t-il au militaire en prenant l'attitude d'un grand méchant loup. « Ah, c'est vous, monsieur le président. Mes respects, on vous a pris pour un espion infiltré. »« Pardon, mille pardons, monsieur le président, » dit un baroudeur du haut d'un char Abrams. Dernier modèle, l'air gêné et confus. Il lança peu après. « Sonnez le repliement, des informations de la cible. » Tous les blindés firent manœuvre arrière, même l'armée héliportée lâcha des leurs en dégageant. Le président rejoignit le général Abbott Niels. Le général Abbott Niels demanda au président de venir jeter un coup d'œil discret. « Ils m'ont flanqué une de ces trouilles. J'ai bien cru qu'on allait vers un état de siège, » dit Abbott. Le général prépara des sandwichs au fromage qu'il remplit de viande hachée. Et les deux hommes mangèrent avec appétit en se disant que cela était très bon. « Du ketchup » proposa Niels. « Oui, avec de la sauce au poivre. »« Là, c'est un délice, » fit le président peu après. « Venez donc voir, monsieur, » dit Niels en sortant une bien étrange lunette du mur. Le président jeta un coup d'œil et il vit le loup-garou. Talbot respirait en de bien étranges gémissements, le visage couvert de poils, transformé en gueule et museau. « Oh, il a de bien longues dents, » dit le général, surpris et content. « C'est un rare exemple de métamorphose, » dit le président, puis il reprit. « L'avez-vous filmé ?»« Oui, monsieur, » répliqua Niels. « Parfait, un tel scoop est celui des Martiens en 2 jours. C'est une aubaine pour les archives cinématographiques américaines, » continua le président Saxon. Peu après, le président regarda sa montre et appuya dessus. « Veuillez m'envoyer une limousine et la sécurité. Je rentre à présent à Washington. » Une voix lui répondit de l'intérieur de la montre. « Bien, monsieur le président, 3 quarts de spécialistes en douceur devant la villa du général pour étudier le loup-garou. » Dans la nuit fraîche, la limousine présidentielle, escortée de puissantes voitures au vert fumé, quitta discrètement la ville de Frankfort du Kentucky. Le président Blount Saxon dégustait du poulet frit, le climatiseur de son élégante voiture actif et les yeux fixés dans un radar. Il écoutait tranquillement les propos de Niels Abbott assis en face de lui. « Je ne veux en aucun cas que cela s'ébruite, l'Area 51. Cher ami, nous serons submergés de touristes de toutes parts. Cela serait une invasion pour la curiosité du monde entier. Tout doux. Alors, c'est vrai, monsieur? Ils sont là? Oui, général, ce n'est pas du bluff. Les Martiens ont vraiment débarqué. Et ce que vous ignorez, c'est qu'ils vivent dans le sous-sol de leur planète, répliqua le président. La limousine continua sa course folle sur l'autoroute du Kentucky. Elle croisait à 170 miles par heure un super bolide. Une image télévisée surgit sur l'écran à l'intérieur de celle-ci. « Président Saxon, nous voulons goûter de la Budweiser fraîche, » dit le visage non humain et de couleur verdâtre aux oreilles de chat. Puis l'alien venant de Mars fit bouger ses tympans comme le ferait une grenouille. «
Ah, fit-il choqué, en tenant son cœur dans le creux de sa main. Ils sont comme cela, répliqua-t-il, en exorbitant ses yeux, l'air épouvanté, faisant une grimace. Du sang-froid, général. Ils ne veulent que de la bière, dit le président des États-Unis. Le général Niels demanda au président. Ils ont des noms, comment s'appellent-ils entre eux? Ils n'ont pas de nom, leurs appellations sont des onomatopées, expliqua le président Blount. Grrr est leur chef, leur numéro 1. La limousine, à pilotage automatique gérée par ordinateur, continua son voyage à très grande vitesse. Nous sommes à 180 miles par heure, monsieur le président. Tout le système est géré par calcul et caméras d'assistance. L'accident est impossible, dit la voix, dans la machine de bord. Des voitures vont croiser notre route, reprit l'ordinateur de bord. Radar, dit le président en sirotant un whisky d'Ample très vieux. 3 limousines arrivent à leur bord, des grands parrains de la mafia. Don Matteone, Don Rizione, ils ont des choses à vous transmettre pour la Sainte Amérique. Monsieur le président, reprit l'ordinateur. De quoi ont besoin ces bandits? Demanda le général Niels Abbott. On va le savoir, fit le président en appuyant sur un bouton. Don Amédéon veut vous fournir une information sur les Russes, monsieur le président. Il dit qu'ils ont détecté des vaisseaux inconnus stationnés maintenant à Washington. Ils ont peur, simple curiosité. Les Martiens sont-ils un danger? Au fait, Don Amédéon est intéressé par l'achat d'un collier de diamants. C'est pour le mariage de son fils Paolo. Ils vont faire une grande fête en Sicile. C'est un cadeau de votre part que vous lui ferez, monsieur le président. Il insiste qu'il n'y a aucun trafic. L'achat est réglementaire. Vous pouvez avoir confiance. Les deux convois se croisèrent sans incident et continuèrent leur course folle dans la campagne. Monsieur le Président, nous sommes à présent en Virginie occidentale. Nous allons atteindre Charleston dans 40 minutes. Le gouverneur de cet État vous salue, dit l'ordinateur. Annoncez à Don Amédéon que je lui présente mes félicitations pour le mariage de son fils, déclara le président Saxon. À Francfort, le loup-garou reprit son aspect humain. Les spécialistes en médecine l'entouraient des plus grands soins. Monsieur Talbot Howard, soyez sans crainte, nous vous assurons que tout restera dans le plus grand secret, fit un médecin aux lunettes rondes. Je suis absolument sidéré. Le général m'a trahi. Je ne devais jamais être découvert, reprit Talbot. Non, Howard, c'est pour votre bien. Cet excès de pilosité est peut-être une maladie. Soyez coopératif. Votre aide sera précieuse pour la santé. L'avenir est la connaissance scientifique médicale. En êtes-vous conscient, fit le médecin. Je pense que vous vous trompez à mon égard. Cette crise est une manifestation de notre aïeule, la reine des anges de la nuit. Nous sommes quelques personnes un peu partout réparties dans le monde, et selon des écrits mystérieux, la plus ancienne majesté de la création eut des descendants dans l'ancien temps. Ces gènes héréditaires provoquent des mutations. Nous faisons partie d'une famille Adams, en quelque sorte, expliqua Talbot. Non, croyez-moi, c'est la reine des anges et des ombres de la nuit qui, cachée dans le plus grand secret, fait de nous une descendance, reprit l'homme loup-garou. Monsieur Talbot, la lune agit sur vous et augmente vos hormones à tel point que vous subissez une métamorphose, c'est clair, dit un médecin. Mais pourquoi prendrais-je l'aspect du loup, hein? Pourquoi, pour quelle raison le loup et non le Doberman? Lança Talbot. Un homme habillé d'une redingote et d'un chapeau haute forme fit son interruption dans le groupe. C'était le docteur Helmut Rosenstein. En réalité, le docteur Frankenstein, au grand secret de tous. Monsieur Talbot, j'ai accouru en sautant dans le premier avion à votre découverte. Je suis peut-être autrichien, je n'ai jamais connu mon père, on me dit de Bersuisse, installé il y a quelque temps aux États-Unis. Les deux hommes se serrèrent la main, amicalement. Je suis habillé à la mode du 19e siècle, ne m'en veuillez pas. Ma coiffure n'est pas de l'époque, c'est ce qui me permet de passer inaperçu. Avez-vous des problèmes de santé? Docteur von Rosenstein, je suis très heureux de vous rencontrer. Malheureusement, d'un banal excès de pilosité, ils font des montagnes. Sachez pourtant que tout ceci doit rester secret. Je veux vivre en paix, docteur. Comprenez-moi, dit Howard G. Talbot. Je vous comprends, néanmoins je vous laisse ma carte. Venez me voir, j'essaierai de faire quelque chose, cher ami, dit le professeur von Rosenstein.
Le professeur était de taille moyenne, une chevelure grisonnante et des yeux gris. Pour un visage rond, ses grosses mains tendirent une carte visite à l'homme loup-garou qui avait repris son aspect normal depuis pas mal de temps. L'homme de médecine remarqua une marque sur le bas du poignet de Talbot. Il se dit intérieurement « C'est la morsure ». La légende du werewolf ou loup-garou voulait que l'on devienne loup-garou après une morsure une nuit de pleine lune, lorsque la lune est ronde et le ciel dégagé. J'ai nommé vos symptômes Gévaudan. À ma connaissance, la bête du Gévaudan était le loup le plus colossal que la terre ait porté, dit Helmut von Rosenstein. Je vais étudier si cela est un virus et vous donnera des nouvelles bientôt, dit l'étrange personnage en quittant la salle discrètement dans un regard complice. Le docteur Frankenstein disparut dans la nuit, à bord d'une petite Chevrolet noire. Un brouillard se leva peu après. Son automobile stationna sur un bas-côté et il prit un petit spicilège ancien. Talbot Howard Jameson. C'est mon cousin. L'arbre généalogique ne peut être faux. Le docteur Frankenstein replaça le bouquin dans une mallette et saisissant une bouteille de schnapps très vieux de 50 centilitres, il but goulûment par rasade et jeta la bouteille vide avec précision dans une énorme poubelle à proximité. Ce schnapps très bon, très vieux, à présent je dois rejoindre l'androïde. L'heure de le ramener à la vie va bientôt poindre. Puis, foulant la boue de ses grosses chaussures noires, après être descendu de voiture, le docteur Frankenstein saisit une boussole dont la forme évoquait un crâne. L'aiguille indiquait l'est. Il remonta dans sa voiture au passage dans le ciel de plusieurs corbeaux croissants et démarra dans le brouillard épais. Howard J. Talbot resta en contact avec le personnel médical pendant un certain temps. Son cas ne fut pas divulgué au public. Il se camoufla dans la société américaine, évitant les nuits de pleine lune. Loin de là, Washington, dans le plus grand secret, le président et le général discutaient avec les Martiens, revêtus d'un masque et une tenue humaine pour passer inaperçus. Nous sommes venus vous aider, terriens. Votre initiative de vous poser sur Mars nous plaît, dit le chef du groupe. L'extraterrestre fit un mouvement de ses doigts et après qu'un claquement se fit entendre, un écran descendit du plafond et une projection vidéographique commença, plongeant l'assistance au cœur du voyage de nos 3 astronautes, Jumpy, McQueen et Grimson. Leur fusée approche de la planète. Vos amis dorment profondément. Au grand secret, un de nos vaisseaux les remorque à très grande vitesse, dit le Martien, sous les yeux ébahis du président Blount et du général Niels. Le vide stellaire, éclairé par une étrange lueur, dévoila l'approche de Saturne VI vers la planète rouge. Nous sommes plus évolués que vous, terriens. Ainsi, ne considérez ceci jamais comme une infériorité, ni un manque de vertu. C'est la nature qui veut que les choses soient ainsi. Pourquoi le serpentaire est-il plus fort que les serpents? Parce que c'est ainsi. Mais sachez que l'intérêt prévaut et demeure. Des milliards d'années d'évolution nous séparent, et il vaut mieux pour nous que vous nous aidiez à vous développer davantage. Nous n'avons aucun intérêt à vous conquérir ou vous coloniser. La méchanceté gratuite ne fait pas partie de notre manière de voir les choses, expliqua le nommé Grr, chef de la délégation martienne. Le Martien se leva, il concentra son attention sur un livre et d'un mouvement de la tête, le livre s'envola pour arriver dans sa main, dévoilant un pouvoir de télékinésie. Ceci n'est qu'un simple entraînement, dit l'extraterrestre en souriant au président impressionné. Loin de là, Mortimer s'éveilla le premier. Jumpy se sentait calme et une douce torpeur l'enveloppait, une sensation de béatitude aussi. Il jeta un coup d'œil vers la gauche. McQueen dormait paisiblement, Grimson aussi. Mortimer n'en croyait pas ses yeux. Il était vraiment dans l'espace. Il se leva, déboucla sa ceinture et se dirigea vers les hublots de la navette. Ô merveille, la planète rouge était devant lui. Comment cela était-il possible? Il était à des millions de kilomètres de la Terre. Sa stupeur fut la plus grande lorsqu'il aperçut, plus bas, un vaisseau spatial le tractant doucement. Il n'était relié à que par un mystérieux rayon d'énergie.
Mortimer ne portait pas de lunettes, mais des lentilles correctrices. Peu à peu, il réveilla ses amis endormis, qui restèrent muets à la vue de la planète Mars et de cet incroyable saut temporel. Nous risquons d'être attirés par l'attraction, il faut réagir rapidement, dit Grimson. Non, nous sommes en orbite, impossible, expliqua McQueen. Aucun danger, regardez plus bas par les hublots, dit Mortimer, en désignant l'engin spatial qui les tracte. Nom de Dieu, ils existent vraiment et veulent nous aider, dit McQueen. Ils sont très évolués, nous avons fait tout ce trajet en quelques jours seulement. Regardez nos montres, elles indiquent 1 semaine de sommeil. Prenez vite vos médicaments de compensation, dit Mortimer. Incroyable, ils nous ont traînés derrière eux comme un simple ballot à des milliers de miles par heure, dit Grimson. La structure de notre navette a résisté. Non, ils ont formé un bouclier d'énergie pour protéger notre navette, conclut McQueen. Une voix creva le silence de la cabine. Mortimer, McQueen, Grimson, préparez-vous à vous poser sur la planète. Attachez vos ceintures et sangles de sécurité sur les sièges de pilotage. Les 3 astronautes se regardèrent un instant. Ils comprennent notre langue, se dirent-ils. Le vaisseau martien coupa sa liaison. Un bref bruit de rayon qui s'éteint se fit entendre dans la cabine. La super navette, le Mars Tracker, s'élança dans le vide vers Mars en calculant les angles de trajectoire. L'ordinateur de bord cherchait la plaine la plus vaste et la plus plate pour l'engin. Mortimer corrigeait avec McQueen la trajectoire d'approche. Sache qu'il n'y a pas d'air sur Mars. Aucune portance similaire à la Terre. Nous devons donc atterrir par nos propres moyens de réaction, rappela Mortimer. Ouvrir les parachutes géants en cas de décrochage et de chute incontrôlable et tenter de se poser en douceur par n'importe quel moyen, dit Grimson. La supernavette, le Mars Tracker, n'était plus maintenant qu'à quelques centaines de pieds d'altitude. Nous allons trop vite, Mortimer. Allume les réacteurs. L'engin leva son nez à l'approche du contact avec le sol de Mars. Effrayé, Grimson actionna les parachutes qui freinèrent la supernavette et l'aidèrent à se poser sans trop de secousses. Elle freina son allure doucement. Sous l'action de l'attraction, Mortimer et Grimson s'évanouirent. McQueen n'eut que le temps d'activer le dispositif de sécurité avant de tomber dans les pommes. Nos amis reprirent leur esprit peu à peu. Une voix retentit dans le cockpit. « Félicitations, vous êtes sur Mars !» Ce qui redonna de l'espoir et beaucoup de joie aux astronautes. Un système de pressurisation d'air automatique s'enclencha. Une réserve d'air est mise en action, lança Mortimer à voix basse. « Reposons-nous pendant un quart d'heure, dit McQueen. » Les astronautes regardèrent par le hublot central un paysage de poussière rougeâtre et jaunâtre enveloppait les lieux. Une tempête de vent sans pluie. On se croirait dans un désert. Impossible de discerner le sol, dit Mortimer. C'est notre présence qui a dû provoquer de tels éléments, reprit Grimson. Puis tout se calma. Nos amis discernèrent le sol rougeâtre plein de sable. L'indicateur de carte nous montre la région. Nous sommes non loin de l'équateur martien. Regardez, il semble que nous sommes sous la mer à présent, tant le sable est aplati, dit Mortimer. Le ciel est couvert de nuages. En altitude, des nuages et brumes rougeâtres. La lumière solaire est faible, dit McQueen. Mettons les scaphandres, dit Mortimer. Nos 3 astronautes revêtirent leurs équipements et casques frappés du sigle de la NASA. Ils branchèrent les systèmes respiratoires. 10 heures d'autonomie, les gars, rappela Mortimer. Avec un système révolutionnaire de recyclage et d'éjection des gaz. Disons 5 heures, continua McQueen. Je dois rester dans la navette, surveillance des systèmes oblige, reprit Grimson. Les 2 gaillards entrèrent dans un sas de compression, isolé de la cabine. Ils ouvrirent la porte d'accès au sol après la commande de l'ordinateur général de bord. Mortimer et McQueen posèrent leurs pieds en même temps. Ils marchèrent normalement, alourdis cependant par leurs équipements. Que de cailloux maintenant, et cette couleur ocre rouge. On se croirait dans un désert de pierre et de sable, lança-t-il. Du ketchup, proposa Nils. Ouais, et avec de la sauce au poivre, là, c'est un délice, fit le président peu après. Venez donc voir, monsieur. Dit Nils en sortant une bien étrange lunette du mur. Le président jeta un coup d'œil, il vit le loup-garou. Talbot respirait en de bien étranges gémissements, le visage couvert de poils.
transformé en gueule et museau. Oh, il a les dents bien longues, dit le général, surpris et content. C'est un rare exemple de métamorphose.